Retour sur ce plateau. Bonjour Hugues Hector Zogo. Bonjour Roland Laurent Tonin Kess. Bonjour Carole, bonjour Roland. Bonjour également à nos téléspectateurs. Bonjour aux auditeurs de la Diaspora FM. Carole, bonjour. Hugues Hector Zogo, bonjour. Auditeurs de la 102.3 FM, bonjour. Téléspectateurs Internet, bonjour. C'est vrai que dans mon intro, j'ai oublié les auditeurs de la 102.3 et nos amis internautes à qui je profite de l'occasion pour faire un coucou ce matin et pour leur souhaiter une très belle semaine de travail. Alors, nous démarrons par la politique et plus précisément avec le quotidien Matin Libre présidentiel de 2026, équilibre régional et approche genre, deux conditions pour ratisser l'âge. Deux conditions pour ratisser l'âge. Oui, je crois que aujourd'hui, quand on regarde un peu les bases jetées par, comment vous appelez, la présidentielle en 2021 par le président Patrice Talon, on constate qu'il est allé chercher la solution. La solution consistait à faire en sorte que désormais qu'on parle de colistier. Et il faut trouver le juste milieu pour qu'il y ait l'équilibre régional. Et après, on a pu constater qu'en recherchant l'équilibre régional, il est aussi allé tabler sur l'approche genre, notamment en prenant Mariam Talata Tchabizime, qui est une dame qui était vice-présidente de l'Assemblée nationale et qui est de la partie septentrionale du Bénin. Parce que le Bénin, c'est quand même plusieurs régions. Et donc, il faut que dans la perspective des élections qu'on devait avoir au Bénin, chaque fois que les gens tiennent compte de ces conditions-là, de ces deux critères-là, pour pouvoir espérer avoir des suffrages de tous les côtés. Pourquoi? Parce que quand vous regardez ce qui se passe en 2000, ce qui va se passer en 2026, toutes les formations politiques, en tout cas, si vous allez dans les discussions, vous comprenez que les formations politiques ont ce souci aujourd'hui. Qui positionner pour espérer avoir l'adhésion populaire de toutes les régions du Bénin, qui n'est pas positionné pour ne pas avoir de problème. Et donc, quand vous regardez tout ça, vous comprenez clairement que oui, le journal aujourd'hui n'a pas tort en estimant qu'il y a deux conditions pour, comment vous appelez, pour ratisser l'âge en 2026. Il faut forcément que si le titulaire est de la partie méridionale, que le colistier soit forcément de la partie septentrionale. Ou si le colistier, le titulaire est de la partie septentrionale, il faut forcément faire l'effort d'avoir le colistier qui soit de la partie méridionale. Et puis là aussi, quand même, on dit aujourd'hui que les femmes sont plus nombreuses que les hommes aujourd'hui. Il faut trouver le milieu d'intéresser les femmes. Vous qui vous souvenez que dans la perspective des réformes opérées par le pouvoir en place, on est allé, en tout cas au niveau, on a parlé de discrimination positive aujourd'hui qui fait que pour les législatives, il faut forcément réserver une place pour les femmes. C'est-à-dire que dès lors que votre formation politique a la majorité dans une circonscription électorale, la majorité des élus et des suffrages au thème des élections, c'est qu'il y a un poste qui est d'office réservé à la femme et qui revient à cette liste qui a la majorité des suffrages et qui a réussi à lever le plus grand nombre de sièges. Donc, dans cette perspective, il faut comprendre que ça devient une condition pour toutes les formations politiques. Il n'y a plus de... Nous faisons des listes parce que nous avons envie de faire des listes. Il faut faire attention et tenir compte de ces deux critères-là et s'assurer que oui, nous positionnons des gens, mais en même temps, nous tenons compte d'un certain nombre de choses, histoire d'être appréciés par les Béninoises et les Béninois dans toutes les régions du Bénin. Henri, je dis Henri. Hugues Hector Zogo. Je pense qu'il y a l'urgence de pouvoir viabiliser les différentes régions de notre pays, le Bénin. Quand vous parcourez les 12 départements, vous sentez naturellement qu'il y a une sorte de disproportion en ce qui concerne l'infrastructure, l'installation des différentes infrastructures. Et donc, il y a un grand défi à relever. C'est le défi de pouvoir viabiliser chacune de ces régions-là. Et pour parvenir quand même à pouvoir viabiliser les régions dans notre pays, il faut nécessairement qu'on puisse, à un moment donné, travailler avec les filles et fils de la localité. Alors, quand on se retrouve à élire un chef d'État, l'ambition première ou le grand défi qui s'impose à lui,
c'est de pouvoir développer de manière durable et de façon équilibrée son territoire, donc toute sa nation. Mais on se rend compte malheureusement que le positionnement qui se fait pour la plupart du temps ne permet pas, juste au lendemain des élections, de travailler effectivement à répondre à cette urgence-là de viabilisation des différentes régions de notre pays. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, ce défi-là s'impose à nos dirigeants. Vous aviez des régions dans lesquelles il est difficile de dire qu'on a de l'eau et de l'électricité. Quand je prends ne serait-ce que le cas de Cotonou, par exemple, vous avez la région d'Akwakwa qui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, se retrouve à être confrontée à la question de l'eau potable. Même si aujourd'hui, il y a un programme qui est mis en place pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et quand vous partez un peu dans le centre de notre pays, vous constatez aussi des réalités du genre propres à l'énergie électrique ou soit propres à la présence de l'eau potable. Et quand il n'y a pas ces deux, je vais dire, éléments fondamentaux, la conséquence tout de suite, c'est qu'il n'y aura pas d'installation d'écoles dans la zone, il n'y aura pas d'installation de centres de santé, et donc les populations qui se retrouvent dans ces localités-là, malheureusement, qui sont également filles et fils du territoire, donc de la même nation que nous, ne pourront pas effectivement jouir de tout ce qu'on appelle les droits civiques. Et par conséquent, je me dis, si pour les élections désormais, nous savons que l'équilibre régional doit pouvoir être une priorité et qu'on doit pouvoir, que ce soit sur la liste des députés ou que ce soit sur la liste des présidentiables, travailler à avoir soit quelqu'un qui se retrouve de la zone méridionale et que quelqu'un se retrouve de la zone septentrionale ou vice-versa, ou soit que quelqu'un soit de la zone septentrionale et qu'on aille chercher quelqu'un d'autre au niveau du centre du pays, ça pourrait régler tant soit peu cette question de viabilisation des régions de notre pays. Et mieux, vous savez, quand on parle de la nation, il y a une autre thématique qui vient de plus en plus en jeu, c'est l'État-nation. Et l'acteur politique qui a le plus travaillé à cette dynamique-là, je crois quand même que c'est le président, le général Mathieu Kérékou, qui effectivement a travaillé à l'État-nation. Quelqu'un de la région septentrionale de notre pays, mais qui n'a pas eu du mal à travailler avec des frères et sœurs, soit de l'Ouémé, soit du Mono, soit du Koufo. Et ça, cet ancrage-là doit être continuel. Parce que si on ne travaille pas à cette dynamique et pour les élections présidentielles ou pour le positionnement sur les différentes listes, on cherche exclusivement à mettre ensemble des filles et fils d'une même région au sein d'un même parti politique, alors qu'on sait qu'aujourd'hui on a besoin d'un colistier et d'un présidentiable capable de pouvoir transformer les difficultés aujourd'hui que nous traversons en source d'opportunités pour les citoyens. Ça va être très difficile. La question du régionalisme risque d'arriver. Et donc, le journal qui parle de l'équilibre régional, je pense que c'est un très bon facteur qui a été souligné. Et le deuxième facteur qui est l'approche genre, oui, ça a été dit, c'est vrai, on est désormais dans cette dynamique-là de pouvoir donner plus d'intérêt à la présence de la femme sur le plan politique. Et ça, en travaillant à le faire, c'est qu'on est en train de mettre inéluctablement terme aux questions de discrimination relative aux genres féminins. Parce que vous savez tout le combat qui se mène aujourd'hui pour permettre à la femme de parvenir effectivement à bénéficier de ses droits sur le plan social dans notre pays, si on ne fait pas cet effort-là pour aller au-delà du simple fait que dès que votre parti politique remporte la majorité, systématiquement, la femme qui est inscrite sur la liste pourrait se retrouver à remporter le siège réservé aux femmes,
on doit aller au-delà de cette dynamique-là. On peut, pourquoi pas, mettre sur les listes des différents partis politiques, peut-être même le premier candidat ou le deuxième candidat, comme des femmes. On peut trouver des femmes et les positionner à ces endroits-là. Ça pourrait permettre aux hommes de se dire qu'en réalité, la politique n'est pas exclusivement réservée aux hommes. Parce que de tout temps, c'est ce que nous avions toujours vécu dans le pays. On a toujours constaté que lorsque la femme veut quitter, par exemple, le ménage pour se rendre dans une formation politique, l'homme tout de suite lui dit « Non, attention, ta place, c'est à la cuisine », ainsi de suite. Donc, ces deux approches-là pourraient bel et bien, avec le temps, aider notre pays à se repositionner. Parce que vous dites, c'est pas pour demain, déjà, le nombre de femmes intellectuelles pose déjà problème. Et pour le peu qui osent aller à la politique et qui osent vraiment militer, s'affirmer au sein d'un parti politique, on constate qu'elles ne sont toujours pas au devant de la scène. Moi, quand je prends le parti UPR, par exemple, il y avait des exemples de femmes qui étaient dans les instances de prise de décision. Mais il a fallu d'un petit problème qu'elles soient déchargées. Mais il y a ces problèmes internes également qui ne favorisent pas ce que nous voulons obtenir comme résultat. Oui, vous savez ce que vous dites, c'est assez pertinent. Je vais prendre ce cas précis auquel vous faites référence. Peut-être que pour nous, la faute commise n'est pas aussi lourde que ça. Mais il y a ce qu'on appelle par exemple la discipline de groupe. Et au sein de chaque formation politique, il y a cette discipline de groupe-là qui doit pouvoir s'instaurer. Et donc, si les gens constatent que vous n'avez peut-être pas respecté le règlement intérieur et s'il y a des sanctions à vous infliger, ils vont vous infliger ces sanctions-là, que vous soyez homme ou femme. Mais bien au-delà de ça, je pense quand même que la question doit être, la réflexion doit être mûrie davantage, parce qu'effectivement, au sein de nos formations politiques, les hommes pensent que le parti leur est réservé. Ils pensent que les femmes n'ont pas cette possibilité-là de pouvoir s'affirmer. Et dès que vous constatez, malheureusement, aujourd'hui, dans notre pays, une femme qui s'affirme en politique... Et qui s'impose. Elle est combattue pratiquement. Elle est combattue. Non seulement elle est déjà combattue par ses sœurs, parce que les questions de supputation sont réelles, mais il y a des hommes qui veulent effectivement démontrer qu'en réalité, une femme n'a pas sa raison d'être au sein d'une formation politique, au point même de se retrouver leader, au point de chercher à se positionner pour occuper de grands postes de responsabilité. Parce que dès que vous vous retrouvez au sein d'une formation politique et vous commencez par vous imposer, naturellement, on vous fait appel parce qu'on sent que vous aviez les compétences et on vous promeut. Et malheureusement, les hommes ne sont pas encore prêts à accepter que des femmes occupent de grands postes de responsabilité et puissent effectivement leur damer le pignon comme on a l'habitude de l'entendre. Mais c'est important d'y travailler. C'est important que les partis politiques puissent effectivement faire, je vais peut-être dire, une sorte de mea culpa vis-à-vis de la gente féminine et de se dire, oui, on a péché contre la femme pendant plusieurs décennies, mais il est temps qu'on puisse travailler à changer progressivement la donne. L'homme et la femme sont tous égaux devant la loi. Pourquoi ne pas permettre alors à la femme de s'épanouir sur le plan politique? Voilà, nous avons un exemple de femme qui le fait si bien au Bénin. Et nous allons en parler, c'est là le deuxième sujet de cette rubrique. Nous allons nous intéresser à présent à l'inauguration du siège de Renaissance nationale, un nouveau cadre de réflexion pour l'ancrage du parti Claudine Prudencio, le goût du beau. Roland Toneikes. Oui, il faut quand même féliciter les responsables de cette fonction politique qui ont travaillé à avoir un siège digne du nom, parce que tenant compte des nouvelles dispositions au Bénin, une fonction politique doit avoir un siège régulièrement constitué, sachant très bien que par le passé, certains ont des partis politiques et les sièges étaient dans leur salon.
et les membres du parti étaient les enfants, leurs épouses ou frères et sœurs. Aujourd'hui, avec les nouvelles dispositions en la matière et la réforme du système partisan, en tout cas l'achat des partis politiques, il faut quand même avoir un siège régulièrement constitué. Il faut quand même aussi répondre à certaines exigences de la modernité. Et donc, quand on regarde les sièges inaugurés par le parti aujourd'hui, on peut se réjouir de ce que, oui, ce parti a fait fort en ayant un siège digne du nom et qui pourrait servir de cadre pour les séances de rencontres, les réunions pour cette fonction politique. Vous savez, le plus souvent, les gens ont envie d'intégrer des formations politiques, mais tombent sur des militants ou des membres et parfois sont obligés d'être orientés par les membres ou les membres de ces fonctions politiques qui ne savent pas où aller se faire enrôler, où aller poser leurs problèmes pour aller adhésion aux fonctions politiques. Avec un siège, on a un secrétariat permanent qui enregistre, secrétariat permanent ou administratif si vous voulez, qui reçoit les adhérents et qui reçoit tous ceux qui veulent être sympathisants au moment de cette fonction politique, parce qu'il y a une permanence qui est assurée par un ou une secrétaire et qui gère les affaires courantes du parti. Donc déjà c'est un point essentiel, c'est un pas assez considérable pour cette fonction politique de Renaissance nationale de franchir cette barre-là, d'avoir un siège digne du nom. Maintenant, l'autre bataille, en tout cas, je pense qu'au-delà du beau qu'on peut apprécier, au-delà de l'investissement qui a été fait, qu'on peut apprécier pour une fonction politique qui n'a pas bénéficié du financement des partis politiques et qui évolue sur fonds propres avec les cotisations des militants et des membres du parti, il faut quand même les féliciter déjà pour ce point, pour cet effort assez considérable. Maintenant, il va falloir travailler à réorganiser les sièges départementaux, communaux, sièges d'arrondissement et autres, sièges de quartier de ville, les coordinations quartier de ville au village, évidemment, parce que nous sommes à la veille de 2026 et nous sommes déjà d'ailleurs même en avril, on a fini avril, disons on est déjà en mai, et donc à partir mai étant le 5e mois, à partir d'octobre, le 10e mois, il va falloir réfléchir à proposer les listes pour les législatives et les communales. Donc, au-delà du siège inauguré aujourd'hui, qui va maintenant permettre à ce que la permanence soit assurée, que les affaires courantes soient gérées, que les candidatures, les volontaires qui veulent être candidats aillent déposer un dossier, il va falloir maintenant que le parti aille à l'assaut des électeurs sur le terrain, parce que le travail ne sera pas fait qu'au siège. Le siège va coordonner les activités sur le plan administratif, aussi les événements, mais il faut maintenant aller au terrain. Il faut aller sur le terrain. On a pu voir, au-delà de ce qu'on peut reprocher à cette formation politique, je me rappelle en 2020 que pour les élections communales de 2020, cette formation politique a réussi à battre des formations dans le Nord Bénin. Beaucoup de personnes ne le disent pas, mais les chiffres ont montré clairement que dans certaines régions de la partie septentrionale, parce que c'est ça aussi le véritable pour ce qu'on disait tout à l'heure. On a tendance à penser que cette formation est seulement de la partie méridionale ou de la partie septentrionale. Parfois, il manque peut-être un management ou un leadership ou une bonne structuration pour que les formations puissent aller conquérir le pouvoir. Donc, quand on regarde les résultats de 2020, même si le parti n'a pas réussi à avoir des élus, vous allez, je le rappelle, cette fonction a réussi à avoir des suffrages dans certaines régions du Nord Bénin en battant certaines formations politiques que je ne vais pas citer. Elles se connaissent, quand bien même elles se réclament les grandes formations à l'aide de la réforme du système partisan, je sais quoi. Donc, pour montrer que le travail se fera sur le terrain désormais, en dehors du siège, il faut maintenant aller à l'assaut des militants sur le terrain, aller dans les coins reculés, les hameaux, de tout. Elle a dit à cette occasion également, à l'inauguration, que le parti Renaissance nationale ne compte pas faire piètre figure par rapport aux prochaines joutes électorales. Alors justement, vous savez, c'est une promesse, c'est un engagement de la présidente du parti. Ça, il faut quand même reconnaître son engagement, sa volonté de pouvoir chaque fois aller aux élections avoir des élus. Qui vous souvenez que, bon, en fait, quand je parlais de cette fonction qui est bâtie, c'est autrefois UDBN quand même qui avait eu ces résultats. Et quand vous regardez un peu, aujourd'hui, cette fonction politique résiste. Résiste à l'aide du temps, résiste malgré les assauts, malgré cette obstacles. Oui, malgré cette suprématie en griffe de certaines fonctions politiques, cette fonction politique résiste et tient le coup. Et donc, quand on regarde ça aujourd'hui, et quand elle dit qu'elle fait une telle promesse, il faut quand même, oui aussi,
encourager les responsables, les militants de cette formation politique. Parce que quand vous regardez leur participation aux différentes élections, c'est un pas. Il faut travailler à améliorer ce pas. Il faut travailler, j'ai parlé de 2020, hein, parce que malheureusement, ils n'ont pas pu aller aux élections en 2019, mais en 2020, ils étaient aux élections avec UDS et UDBN. On a vu, j'ai rappelé maintenant qu'ils ont fait de bons scores quand même dans certaines régions du Bénin. Et puis après, 2023, parce qu'en 2021, ils ont tous soutenu Patrice Talon avec les résultats qu'on connaît déjà. Mais en 2023, ils sont allés aussi aux élections. On a pu voir ce que ça mais il faut le reconnaître, le parti subit également ces iniquités dont on parlait tout à l'heure, Hugues et moi. Non, malheureusement, nous sommes au Bénin. Et je voulais bien revenir sur ce qu'il avait dit, quand Hugues disait que oui, il faut davantage positionner les femmes tête de liste. Vous savez, ceux qui ont amené cette loi, qui ont voté cette loi, ont été les premières personnes à ne pas respecter cette loi en disant qu'il veut faire la promotion de la femme. Parce qu'avant la révision de la Constitution, on disait que les femmes seront positionnées, les femmes seront... Mais quand ils ont voté la loi, après ils ont dit qu'il y a un siège qui est réservé d'office pour la liste. Pourquoi on ne positionne pas les femmes tête de liste? C'est toujours cette manière de dire, quand nous les hommes, on aura fini de partager, on donnera maintenant ce qui reste aux femmes. Et c'est ce qui est fait avec cette loi. Même si on encourage le fait qu'on ait plus de 20 femmes à l'Assemblée nationale, c'est quand on finit de partager, et on voit maintenant que telle liste a la majorité, qu'on donne maintenant un poste à la femme. Donc ça veut dire que si votre liste n'a pas la majorité et que vous ne positionnez pas une femme tête de liste, c'est que votre parti n'aura pas de femmes au Parlement. Donc il y a un problème à régler à ce niveau. Et maintenant, dans cette perspective, les hommes béninois ne sont pas encore prêts à voir aussi facilement une femme aux commandes des choses. C'est tout ce qui se traduit par ce qui se passe avec le Parti Renaissance Nationale. Vous allez voir, on rappelle l'histoire de Marie-Élise Bédot. Tout à fait. Elle a défendu les femmes. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Mais quand il s'agit des élections, on utilise des femmes pour la combattre. Tout à fait. On a vu Célestine Zanou, elle est cadre international. Elle a fait ses preuves en tant que directrice de cabinet et sous le général Mathieu Kékou. Mais quand elle a dit qu'elle doit être candidate pour aller aux élections présidentielles, on a encore utilisé les femmes pour la combattre. Donc, il revient aux femmes. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas là pour faire... pour faire plaisir aux femmes. Pardon, il ne faut pas que les femmes continuent de rêver. Les femmes ont l'obligation de s'organiser pour avoir maintenant leur droit à la parole et s'imposer sur l'échiquier politique. Écoutez, quand on parle de 8 mars, c'est parce que les femmes se sont organisées à un moment donné pour faire une lutte. Si les femmes ne se sont pas organisées à un moment donné pour faire cette lutte, on ne parlerait jamais de 8 mars, journée internationale de la femme. Donc, il revient aux femmes béninoises de s'organiser. Et dans cette perspective, il faut que les femmes qui sont leaders aujourd'hui fassent l'effort de passer un message dans nos langues nationales. Le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que nous passons des messages le plus souvent en français à Cotonou, mais est-ce que la femme de Tukuntuna comprend ce qu'a dit, a compris ce qu'a dit la présidente du Parti Renaissance National samedi dernier? Est-ce qu'elle a compris? Est-ce que la femme de Govier Alada a compris ce qu'elle a dit en langue aïzo d'Alada? Est-ce que la femme de Dangbo, de Misérité, a compris ce qu'elle a dit? Donc il va falloir que les femmes qui aspirent à diriger s'organisent pour aller à l'assaut des femmes, mais en passant un message dans les langues locales pour beaucoup plus faire comprendre aux femmes. Voilà. Parce que les acteurs politiques que vous voyez, autant qu'ils sont, quand on est en plein processus électoral, ils font la nuit, ils vont à la rencontre des femmes pour discuter avec les femmes dans leur localité, dans leur communauté, et ils ont ça un impact. Maintenant, au fond, vous savez, les hommes ont toujours pensé, ont toujours pas véhiculé le message selon lequel les femmes qui aspirent à être des leaders sont des femmes qui ne sont pas soumises. Il y a aussi ce message-là, malheureusement. Cette réalité sociale ou socio-économique, il y a aussi l'économie. Et mieux, dans certaines localités, encore jusqu'aujourd'hui au Bénin, les gens ne sont pas prêts à faire la promotion d'une femme, au point où une femme peut être leur chef. On a pu voir des déboires qu'ont connus certaines secrétaires exécutives dans certaines localités du Bénin que je ne vais pas citer. Ça a été clair, le débat a été clair. Donc il va falloir travailler, faire un travail de sensibilisation, mais quand même aller à l'assaut des femmes et leur parler dans leur patois, leur faire comprendre la nécessité de s'organiser pour que les femmes aient le pouvoir. Hugues Hector Zogo. Oui, je voudrais commencer par féliciter le Parti Renaissance Nationale, féliciter les différents acteurs de l'ombre qui ont travaillé à pouvoir permettre à cette formation politique-là de bénéficier d'un siège national. Un siège national qui a été construit sur fond du parti,
Et ça, je crois que c'est à l'ère de la réforme du système partisan, une réforme qui a été voulue, souhaitée par le chef de l'État, le président Patrice Talon. C'est la toute première formation politique aujourd'hui au Bénin qui parvient à construire son propre siège. Sinon que c'était des locations. Sinon que c'était des locations. Ce qu'on a eu jusque-là, c'est des partis politiques qui se sont retrouvés avec des sièges loués. Mais le parti Renaissance nationale, ça, je pense quand même qu'il faut qu'on puisse beaucoup plus mettre l'accent là-dessus. Sinon, les gens vont penser que c'est juste un siège qui a été inauguré et puis ça s'est arrêté là. C'est un siège qui a été nouvellement construit et donc un espace dédié effectivement au parti. Et qui remplit également les normes. Et, évidemment, et qui remplit les normes. Je crois quand même que sur nos antennes, on a eu la chance déjà de voir à quoi ce joyau ressemble. C'est près d'une vingtaine de bureaux. C'est quand même un espace qui doit pouvoir accueillir près de 500 militants, ne serait-ce que pour la salle de conférence ou la salle il y a des salles de réunion. Donc, pour moi, un tel investissement, il est important de le signifier. Pourquoi faut-il le signifier? Je vais faire un petit rapprochement pour que vous puissiez mieux comprendre la pertinence de cette démarche du Parti Renaissance nationale. Regardez un peu, depuis 1960, nos blocs administratifs. Tout le temps, ces blocs administratifs se sont logés dans des espaces loués. C'est des espaces privés, c'est des espaces qui appartiennent à des citoyens béninois. Et puis l'État va payer une redevance mensuelle pour pouvoir les occuper. Mais avec l'arrivée du président Patrice Talon, il a trouvé que ça revenait assez cher à l'État béninois. Et donc il fallait revoir le mécanisme par rapport aux infrastructures administratives. Et ce qui lui a permis aujourd'hui de commencer par construire. Quand vous prenez la cité ministérielle, vous voyez le nombre de départements ministériels qui doivent pouvoir se loger au niveau de cette cité-là. Tout ce que l'on prenait comme moyen financier pour mettre dans la location, pour remettre au privé, tout ça désormais va constituer une économie pour le pays. Donc, cette démarche du parti Renaissance nationale, je trouve que ça s'inscrit naturellement dans cette vision du chef de l'État de pouvoir se dire tout investissement que nous faisons doit être un investissement à long terme. Ça doit nous permettre de faire vraiment de l'économie. Et là, le parti n'aura plus besoin de mettre de l'argent dans de la location, contrairement à d'autres partis politiques. La plus grande formation politique aujourd'hui, qui a plus de députés, qui a plus de maires, leur parti politique se retrouve en location. Imaginez cet argent-là, s'ils avaient acquis un domaine, s'ils avaient construit un siège digne du nom, à la ressemblance de ce qu'ils ont aujourd'hui, cet investissement pourrait permettre à former les militants sur le terrain. Parce qu'il y a un véritable problème de formation des citoyens à ce qu'on appelle le militantisme politique. Donc, voilà des réalités qui, aujourd'hui, se vivent normalement au sein de nos partis politiques, mais qui ne sont peut-être pas de vrais débats. Pour moi, je me dis, le grand défi du Parti Renaissance nationale aujourd'hui, avec ce siège qui a été construit, c'est l'école du parti. Le grand défi pour ce Parti Renaissance nationale, c'est l'école du parti. Le parti doit pouvoir nous habituer désormais, ne serait-ce que chaque quinzaine, à une formation des militants. On doit pouvoir sentir la présence des jeunes, la présence des femmes au niveau de ce parti-là désormais, parce que les gens pourront aller facilement au niveau d'un siège, ils pourront vivre ce qu'on appelle l'identité. Une certaine fierté de dire, oui, moi je suis membre du parti Renaissance nationale, et au niveau du parti Renaissance nationale, quand vous vous y rendez, vous avez votre siège qui est là, et à partir de ce siège-là, vous avez la possibilité d'apprendre ce que c'est que la République.
Vous avez la possibilité d'apprendre ce que c'est que le militantisme politique. Vous avez la possibilité d'apprendre ce que c'est que la devise du pays. Vous avez la possibilité d'apprendre ce que c'est que votre droit et vos devoirs en tant que militant. Et donc, pour moi, je me dis, il y a, c'est vrai, un investissement qui a été fait. Mais le bureau exécutif national du parti, c'est plus que jamais l'occasion de pouvoir se mettre au travail. Que cet investissement impacte. Exactement, que cet investissement-là puisse impacter. La présidente l'a si bien dit à travers son discours samedi dernier. Elle disait que ça doit être un cadre de réflexion. Et mieux, j'ai entendu quelque chose qui a le plus frappé mon attention. Elle dit que ce cadre-là, ce siège qui est construit au nom du parti Renaissance nationale n'est pas que pour les militants nationalistes. Ça voudrait dire que l'Union progressiste, le Renouveau, ou que ce soit le Bloc républicain, Mouel Bénin ou les démocrates peuvent décider demain de faire des activités. De faire des activités là. Ils sont assez ouverts. Parce que pour eux, il faut qu'on puisse confronter les idées. Et effectivement, c'est à travers la confrontation des idées qu'on pourra parvenir d'une manière ou d'une autre à s'entendre sur le minimum, le strict minimum qui pourra permettre à notre pays de connaître un développement. Tout à l'heure, on a parlé par exemple de la viabilisation des régions. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à la viabilisation des régions de notre pays si chaque formation politique se retrouve dans son camp? Aujourd'hui, Renaissance nationale donne l'exemple, étend la main aux autres partis. Pourquoi pas organiser un symposium de tous les partis politiques du Bénin, des représentants de tous ces partis politiques-là qui vont se retrouver au cœur de ce siège nouvellement construit par le parti Renaissance nationale et organiser un symposium sur le développement, le futur de notre nation. Voilà donc des activités qui peuvent également s'organiser là. Et je trouve que ce centre vient aussi donner de la crédibilité et de la légitimité au parti. C'est vrai, on entend parler souvent de Renaissance nationale, on entend parler beaucoup plus de la présidente et de certains vice-présidents qui s'investissent à travailler pour que le parti, aux prochaines élections, puisse faire entendre sa voix. Mais l'occasion est donnée aujourd'hui aux jeunes de pouvoir dire de quoi ils sont capables, de pouvoir s'affirmer. L'occasion est donnée également aux femmes. C'est le seul parti béninois même qui mise sur la jeunesse et surtout sur les femmes au Bénin. Ce qui va être extraordinaire, vous savez, c'est la seule formation politique aujourd'hui au Bénin qui est dirigée par une femme. Ça, c'est extraordinaire. Et mesurer l'impact des résultats si cette formation arrivait à positionner pour le compte des prochaines élections législatives, peut-être en tête de liste ou en deuxième position, rien que des femmes. Même si la formation politique n'arrive pas à gagner suffisamment de députés, le simple fait de prendre cet indice-là, justement, ça impacte déjà et ça suscite un changement réel au sein de la société. Exactement. Donc pour moi, c'est aussi le parti ne sait peut-être pas ce qu'il a pu faire aujourd'hui en construisant ce siège, mais je me dis c'est plus de responsabilité que de fierté à porter aujourd'hui à charge. Oui, je crois que comme je l'ai dit à l'entame de ce sujet, le siège est inauguré, un investissement colossal, il faut apprécier. Une fierté pour le parti, et quand même ça doit faire école au niveau des autres formations politiques, mais je continue d'insister sur le fait qu'au-delà du siège, maintenant, il faut que la formation politique aille sur le terrain. Et s'imposer, s'affirmer. Il faut aller sur le terrain. Parce que le militant qui est à Tukuntuna ou qui est à PRR n'aura pas le temps de venir au siège. D'abord, vous regardez le coût du transport, tout ça là. Il faut qu'au-delà du bureau exécutif qui travaillera au siège, il y ait une coordination dans toutes les actions du parti désormais pour que cette formation politique en arrive à lever des sièges pour les arrondissements, en tout cas les postes du chef. Vous parlez de la conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir. Bon, c'est vrai que la formation politique ne pourra pas avoir de candidats, sauf que la formation peut s'aligner aux autres formations politiques pour comme ça a été fait en 2021 pour soutenir Patrice Talon. Donc, je crois que l'inauguration du siège samedi, on en a fait une fierté, on en parle, mais je voudrais exhorter les responsables du parti à comprendre que
l'enjeu maintenant sera sur le terrain, parce qu'il ne servira à rien d'avoir un bon siège, un siège régulièrement constitué avec un bureau qui fonctionne, alors que sur le terrain, on peine à convaincre les citoyens, les gens. Et vous voyez, on a beau dire qu'on va positionner les femmes, on va positionner les jeunes. Quelle formation politique peut-être n'a pas positionné les jeunes par le passé? Seulement que sur le terrain, parfois, il reste une certaine structuration, une certaine coordination, un certain suivi des travaux qui se font sur le terrain. Il va falloir qu'à ce niveau, un travail considérable soit fait par la fonction politique pour que, au thème des élections de 2026, qu'on dise oui, cette fonction politique a montré le chemin et aujourd'hui, ils ont réussi à avoir levé des sièges. Et le défi aujourd'hui, malheureusement, c'est un défi de 20%. C'est un défi de 20%. C'est un défi de 20%. Il faut quand même le rappeler aux responsables de ce parti, le parti Renaissance Nationale. Parce que vous voyez, il y a quelqu'un qui était allé blaguer le parti entre-temps quand c'était UDBN pour dire, dans la perspective 2023, je vais parler de Jean-Baptiste Ronguet, qui allait blaguer le parti pour dire non, il pouvait aider à avoir 20%. Et puis à l'arrivée, on a vu ce qu'il a pu faire. Il n'a rien fait pratiquement. Ça n'a rien apporté. Et ces différentes expériences doivent servir de leçon pour les responsables du parti pour dire nous avons en face de nous un défi de 20%. Et dès lors que nous ratons 20%, parce que UPEBR s'entendent déjà sur leur affaire de questions d'accord de gouvernance, et dès lors qu'ils vont réussir à avoir les 10%, ils vont s'entendre pour avoir levé les 20% des sièges en ayant les 20%. Mais donc, avec quelle fonction politique Renaissance Nationale peut se mettre ensemble? Est-ce que c'est Moual Béné? Est-ce que Moual, parce que Moual Béné aussi a beaucoup d'efforts à faire sur le terrain. Et donc, quand on a ce défi, je pense qu'il faut aller très vite sur le terrain, aller au travail pour ne pas laisser passer le temps. On n'a que 5 mois devant nous. Voilà, nous allons poursuivre avec un autre sujet pour boucler cette rubrique. Il s'agit de l'installation des 15 membres du Conseil de transition à l'Église du christianisme en Céleste. Hugues Hector Zogo. Le message d'évangélisation est basé sur l'amour. Le message de l'évangélisation est basé sur l'amour et tout ce que nous devons faire au sein de l'Église doit concourir à l'amour. Et je crois que cette démarche dans laquelle notre chef d'État s'est inscrit depuis l'arrivée à la tête de notre pays le 6 avril 2016 est une démarche noble. C'est une démarche à saluer. Vous aviez constaté qu'il y a quelques années en arrière, c'était avec nos frères protestants qu'il a pu travailler à la réunification parce que à un moment donné, la barque a tangué. La barque a tangué. Et il fallait forcément ce serviteur capable de faire passer le message d'union, le message d'apaisement des cœurs, et que l'on retrouve encore le souffle de l'Église protestante. Et le chef de l'État a travaillé effectivement à cette dynamique-là. Et nos frères protestants, aujourd'hui, se retrouvent unis comme l'Église de départ. Et mieux, avec l'Église du christianisme céleste de Papa Ochofa, la même réalité se vit aujourd'hui. La même réalité se vit aujourd'hui. La vocation de l'Église, c'est de travailler à la paix. Et ces premiers disciples qui doivent faire passer le message de paix, ils sont des hommes, ce sont des humains. Et comme on le dit, la chair, elle est faible. Donc, à des moments donnés, des sujets d'incompréhension peuvent surgir et même fâcher, au point où deux personnes que vous voyez se comporter comme s'ils étaient, je vais dire, des frères et sœurs d'un même père ou d'une même mère, peuvent se dire des choses qui, à un moment donné, vont les diviser. Et il y a eu dans le parcours
malheureusement, de l'Église du christianisme céleste, cet incident-là qui est fait qu'on s'est retrouvé avec deux partis, une même Église, un même corps, mais avec deux entités. Et ce n'est pas bien pour une nation. Une nation qui aspire à la paix, ce n'est pas bien. Et quand vous êtes chef d'État et vous avez de ce genre de choses qui se passent sur votre territoire, je pense que c'est assez sage de travailler avec plusieurs personnes jusqu'à parvenir à ce qu'on appelle l'étape de réunification. Et je crois que ce qui a été fait aujourd'hui par le président Patrice Talon, la démarche, c'est une démarche salutaire, travailler à l'unité. On peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de faits, mais au regard de ce que nous portons comme message au reste du monde, qui est un message d'amour, un message de paix, un message de réconciliation, un message de miséricorde de Dieu, nous sommes contraints, nous-mêmes en tant que premiers responsables, de nous retrouver dans ce sillon-là. Et c'est arrivé, cette faiblesse humaine-là est parvenue à prendre le dessus sur les premiers responsables de l'Église du christianisme céleste, mais je crois et je peux oser affirmer que désormais c'est derrière nous. Un comité a été mis en place pour travailler progressivement à pouvoir panser les plaies. Tout à fait, sur une période de 12 mois. Exactement, panser les blessures pour que définitivement on ne revienne plus jamais revivre ce scénario triste de l'histoire de cette Église. Même l'Église catholique, hein, il est arrivé que l'Église catholique ait pu connaître de ces moments de turbulence. Et toutes les fois, il y a toujours eu, je vais dire, un missionnaire à qui la nature a confié la mission de travailler à la paix. Et ça s'écoute, c'est ça qui est le plus important. Justement, on va donc remercier. On retient le fait que le président prône l'harmonie, la cohésion, la paix, en voulant la réunification des membres de cette confession religieuse. Exactement. Mais au-delà de cela, quel serait peut-être l'avantage de cet acte, sachant bien qu'aujourd'hui nous sommes à la veille des joutes électorales? Alors, en prenant la parole tout à l'heure, je suis remonté à cette démarche que le chef de l'État a eu à mener vis-à-vis de l'Église protestante. On peut se limiter à la démarche de paix. On peut se limiter à la démarche de paix. Je ne pense pas que ce soit vraiment opportun de toujours lier ce genre d'action à l'électorat. C'est vrai, on se retrouve à la veille des élections présidentielles ou les élections générales de 2026. Mais quand le chef de l'État menait la même démarche vis-à-vis de l'Église protestante, on était nullement à la veille d'une élection. Quand vous avez des frères à vous, en qui vous croyez, et qui se retrouvent en difficulté, ce que vous avez la possibilité de faire, faites-le. Le chef de l'État, ce qu'il fait aujourd'hui, il donne 12 mois au Conseil pour travailler à panser les plaies. Ça voudrait dire que pendant 12 mois, les deux partis, à travers leurs différents représentants, vont continuer par se parler. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un acte très fort et ça ne peut qu'avoir un impact positif? L'impact positif, c'est la paix pour le pays. L'impact positif, c'est la paix pour le pays. La démarche du chef de l'État, c'est une démarche de paix. Oui, c'est vrai. Certaines personnes peuvent y voir tout de suite un regard politique. On ne peut pas leur en vouloir. Mais pour moi, ils pouvaient tenter. Et ça aurait pu échouer. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Mais écoutez, vous savez, quand on parle de démarche de paix, ce n'est pas du jour au lendemain. Quand vous prenez même l'Église protestante, il a fallu une bonne période avant que
l'on puisse revenir à la face du monde. Mais imaginez, vous pensez un instant que la rencontre qui a eu lieu il y a juste quelques, je crois, 2 ou 3 semaines au palais de la présidence, là, le chef de l'État s'est levé du jour au lendemain pour inviter les deux protagonistes avec quelques-uns de ceux qui les accompagnent pour dire, bon, j'ai besoin de vous au palais de la République. Ils sont venus, on leur a dit, désormais, il faut que vous soyez un. Et puis, il convoque tout le monde. Le palais des congrès, c'est quand même au moins 1000 places. Pour être plus précis, ça fait 1080 places. Le palais des congrès. Mais c'était plein à craquer. Ça voudrait dire que les fidèles attendaient ce moment. Ça voudrait dire que les protagonistes même attendaient ce moment. Mais qui pour leur parler? Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle l'orgueil qui anime l'humain. Vous et moi, nous nous retrouvons dans une démarche, je vais dire, d'incompréhension. Maintenant, on se regarde. Après avoir compris qu'il faut qu'on se parle, on se regarde. Qui va mener le premier pas? Si je vais vers Carole, Carole dirait qu'elle a pu gagner. Si Carole mène le premier pas, je me dirais en tant qu'humain, oui, j'ai pu gagner. Et donc, les deux protagonistes se regardent. Il fallait quelqu'un. Il fallait un médiateur. Et ce médiateur-là, s'il prend parti et l'autre partie se rend compte que le médiateur a pris parti pour le second, ça ne marchera pas. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a eu suffisamment de temps, suffisamment de discussions à l'interne. Peut-être même que ce n'est même pas le chef de l'État qui a pris le devant des choses au départ. Peut-être même que c'est des célestes, mais proches au chef de l'État, qui ont compris plus tard que dès que le chef de l'État va parler à ces deux responsables protagonistes-là, que ça va calmer davantage les tensions et qu'il y aura une petite étincelle du « asseyons-nous, parlons-nous, écoutons-nous ». Ça se fait aujourd'hui. Maintenant, ce que moi je vais demander, au-delà de cette démarche-là qui se mène au niveau de nos différentes églises, que la démarche se poursuive. Mais cette fois-ci, vers qui? Vers les acteurs politiques. Parce qu'autant que nous avons des acteurs au niveau de nos confessions religieuses, autant nous en avons aussi au niveau de nos formations politiques qui ont de difficultés aujourd'hui avec le chef de l'État. Donc, l'artisan de paix qu'incarne le chef de l'État aujourd'hui, qu'il puisse poursuivre cette démarche-là vis-à-vis de ces autres frères qui, parce qu'il y a eu de la politique, ne se sont pas entendus à un niveau donné et il y a eu une certaine division, qu'ils se parlent en tant que frères. Roland Tonné-Ikes. Oui, l'Église du christianisme céleste, c'est une révélation obtenue, je dirais, par un homme, Samuel Biléou Ochofa, le 29 septembre 1947, dans la forêt d'Agongué, dans l'Ouémé. Ça fait 78 ans que cette église existe au Bénin. Et il faut quand même aujourd'hui comprendre que cette église est devenue comme une identité pour le Bénin. Tout comme on peut identifier le Bénin avec le vaudou, on peut identifier le Bénin maintenant avec l'église du christianisme céleste. On a pu constater qu'après la mort du fondateur, il y a deux camps qui s'affrontaient. Au-delà de tout, hein, parce qu'en dehors de ces deux grands camps, il y a encore d'autres camps. Hein, parce qu'on avait connu par le passé Bedaï qui était à Djagbo ici, qui était se réclamait être aussi le successeur authentique de Ochofa, paix à son âme, il n'est plus en vie. Et puis après, il y a d'autres courants aujourd'hui qu'on a pu voir. Parce que lui, il allait sur les montagnes de Savalo, où j'ai pu faire l'expérience avec lui. Cette expérience où, pour descendre, il m'a fallu traîner les fesses sur les collines pour descendre. Bon, c'est une parenthèse. Alors, donc, quand on regarde un peu ça, on doit se réjouir de ce que le chef de l'État a fait aujourd'hui. C'est une action à saluer. Faire en sorte que la paix soit retrouvée au sein de cette église qui est une identité du Bénin aujourd'hui. Au-delà de cette paix. Attendez, parce qu'il y a le fils de Samuel. Oui, nous ne disons pas que c'est mauvais. Nous saluons l'initiative. Il y avait le fils de Samuel Ochofa qui est au Nigeria et qui a réussi à pérenniser ce qu'a fait son père au Nigeria, qui continue de le faire, mais qui estime que c'est lui qui doit être le responsable au plan mondial.
Mais il y a ceux qui étaient les gardiens du temple qui sont restés avec Samuel Biliou Ochofa et autres qui ont participé à l'expansion de cette église de Bénin et qui aujourd'hui sont les gardiens du temple qui continuent de diriger cette église-là. Et donc aujourd'hui, il faut quand même trouver le juste milieu, les ramener autour d'un idéal pour dire, entre le fils légitime qui réclame entre-temps l'héritage de son père et ceux qui royaume non plus. Allez-y. Oui, et ceux qui ont travaillé à l'expansion de cette église, qui doit prendre le dessus aujourd'hui? Il faut trouver le juste milieu. Et donc ces 15 membres doivent travailler maintenant, pendant les 12 mois, à donner une réelle identité à cette église, une vraie image avec une équipe bien structurée pour continuer. Parce que et enfin soudés. Ça fait 78 ans qu'ils sont déjà là, ils doivent travailler à ce que la BAC ne tanque pas. Pourquoi? Parce que quand vous regardez un peu les pèlerinages, vous voyez, j'ai parlé de la forêt d'Agongay, dans laquelle Samuel Biliou Ochofa a reçu la vision. Aujourd'hui, nous chrétiens, on a du plaisir à aller en Israël. Les musulmans ont du plaisir à aller à la Mecque. Ça veut dire qu'un christianiste se laisse quelque part dans le monde, a envie d'aller dans la forêt d'Agongay, là où Samuel Biliou Ochofa a reçu la révélation. Et ça participe à quoi? Ça participe à la croissance économique de notre pays. Tout à fait. Parce que chaque année, quand vous organisez le pèlerinage à Semenkodi, regardez le flux. Et regardez ce que ça rapporte. Des gens viennent, sont dans les hôtels, qui vous souviennent quand même qu'un président d'Afrique était quand même céleste. Et chaque année, il venait avec toute une équipe. Il investissait au Bénin. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce travail de réunification répond à plusieurs besoins. Le besoin maintenant aujourd'hui de donner de la valeur aux initiatives béninoises. C'est vrai, on a vu ce que veut faire le chef de l'État aujourd'hui. On voit le côté culturel dans le couvent, mais le côté culturel, on voit ça dehors et ça attire des touristes qui viennent. Donc, je pense que les mois de décembre, désormais au Bénin, même au cours de l'année, les gens voudront venir au Bénin pour venir découvrir où est-ce que Samuel Biliou Ochofa est resté, comment est-ce que ça a évolué, l'origine, et comment est-ce qu'il y aura certainement de nouveaux convertis à cette église. Écoutez, moi, quelqu'un critiquait l'église un jour, j'ai souri, je lui ai dit, mais écoutez, quand vous quittez ici pour aller à Cotonou, surtout à partir du 18 parfois, au niveau du pont de Cotonou, vous sentez l'odeur des parfums, parfois. Et c'est qui? C'est eux. Les gens sont en train de se laver pour peut-être se purifier, certaines choses. L'église, c'est-à-dire que chaque individu croit en ce qui peut l'aider, peut le sauver. C'est pas parce que moi je suis chrétien évangélique que je vais dire que c'est non, ils sont aussi non. Je pense que chaque communauté religieuse résout un problème dans la communauté. Et des gens voudront, à travers le monde, venir découvrir ça. Et en voulant découvrir, quand il vient à l'aéroport, il y a une tasse que la compagnie paye. Quand il prend son taxi, il donne à manger à une famille. Quand il vient à l'hôtel fonctionne. Quand il mange dans le restaurant de l'hôtel, le cuisinier de l'hôtel va acheter les condiments chez la bonne dame au marché. Ça faut dire que ça impacte toutes les couches. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à encourager cette réunification. On a tout intérêt à prier pour que, au terme des 12 mois, que les gens puissent trouver une solution. Écoutez, l'évolution du christianisme dans le monde, c'est parti d'où? Il y a les catholiques à un moment donné. Après, les protestants sont arrivés. Vous allez voir protestants, méthodistes, conférences, tout ce que vous voulez. Il y a les églises du réveil, les pentecôtistes à un moment donné. Il y a les apostoliques, tout ça là. Et au fur et à mesure qu'on évolue, les célestes sont sortis directement des protestants au Bénin. Ici, vous allez voir que c'est d'abord la même langue utilisée, pour ne pas dire dialecte, utilisée par les deux courants religieux, mais il y a des pratiques, des prières qui s'assimilent, qui se ressemblent. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'idéal, c'est de travailler. Il faut remercier le chef de l'État parce que quand Hugues Etozugo l'a rappelé, il l'a fait pour les protestants. Mais avant ça, il avait quand même fait pour le royaume d'Abomey. Qui vous souvenez qu'il y avait une guéguerre pour la succession au trône à Abomey. Il est allé là-bas, il a sifflé la fin de la récréation. On a réussi à avoir un roi maintenant qui est sur le trône. Et depuis lors, il n'y a plus de problème parce que vous vous souvenez que quand Goliath était là, il y avait Redoï, Béanzin qui était là, il y avait un bicéphalisme à la tête du royaume d'Abomey. Il a réussi à mettre fin à la récréation. Au niveau des protestants, il a réussi à le faire, même si aujourd'hui, ce n'est pas totalement réglé à ce niveau également parce qu'il y a encore des problèmes internes qui sont cachés, qui ne sont pas révélés. Mais il faut quand même, sur le plan, sur un certain nombre de choses, apprécier l'initiative. Maintenant, vous avez posé la question aussi, pourquoi maintenant? Non, écoutez, toute action que nous faisons a des impacts
soit ça vous arrange, ou ça arrange quelqu'un. Ce Forcément. que le chef d'État fait, ça peut l'arranger pour sa troupe en 2026, mais on ne va pas lui en empêcher. Dès lors qu'il réussit à régler un problème, ce qui m'intéresse d'abord maintenant, est-ce qu'il va réussir? Il l'a fait dans 12 mois. Malheureusement, il ne sera plus là parce qu'on est en avril. Hein, il est en train de se préparer à partir. Mais dans 12 mois, c'est que si déjà les gens qui ont 60 ans à parler ensemble et que le fils de Oshofa peut s'entendre avec Benoît Adeogun aujourd'hui pour qu'il y ait la paix au sein de cette église, c'est déjà un pas important. Et les fidèles de l'église qui avaient des problèmes, qui souffraient de cette division, peuvent vouloir lui retourner l'ascenseur. C'est à eux de décider. Merci Roland C'est moi. Toniquès, merci Hugues Hector Zogo.